Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune, c'est moi, ici, là, là, c'est moi. Je vous présente la saison du Bélier. Alors, elle est bien commencée, la saison du Bélier, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors, quand le soleil arrive en Bélier, il va réactiver en nous un esprit de force et de combat pour nous permettre de nous extraire de ce qui a été un petit peu nébuleux, un petit peu dans la torpeur de la saison du poisson. Le poisson a été très très prégnant à la dernière saison, et là, le Bélier va nous apporter ce dont nous avons besoin pour allumer notre passion. Et hop, normalement on va même me voir. Oui, pour rallumer notre passion et voir vraiment le nouveau départ, les nouveaux chemins, et être notre propre héros. Et c'est quelque chose dont nous avons besoin, n'est-ce pas, en ce moment. Vous vous êtes peut-être senti dérivé ces derniers temps, perdu en mer. Ces derniers temps, j'entends justement avant que le soleil passe en Bélier, comme perdu en mer quelque part. Là, on a trouvé la terre, le feu a jailli. On peut vivre ça comme une naissance, une renaissance. Elle s'est faite au degré vernal du Bélier lors de la nouvelle lune il y a quelques jours, et elle se refera au degré anarétique du Bélier le 20 avril. Et ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas souvent. Il y a quelque chose dans cette saison du Bélier qui est contenu par une fonction karmique. Alors, je suis obsédée par le karma? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'astrologie actuelle qui nous propose vraiment de transformer notre karma. Nous ne sommes pas là par hasard. Vous ne vivez pas ici et maintenant par hasard. Ça, c'est une certitude. Vous vivez ici et maintenant parce que vous avez des choses à faire et des choses à dire. Alors, et à transformer, il y a de la catharsis nécessaire pour vous et votre famille, votre lignée. Quand j'entends famille, c'est famille d'âme comme famille bloodline, c'est-à-dire la ligne de sang. Deux nouvelles lunes, une en degré 0, une en degré 29, avec une pleine lune au milieu en degré 14, c'est pas loin du 15, ça fait beaucoup de points qui sont des points de levier, des points de bascule dans une vie ou dans une énergie en général. Donc, votre énergie, elle est accompagnée, elle est amplifiée par la puissance du Bélier, elle est accompagnée par un orchestre, parce que moi je vois vraiment ça comme de la musique, la musique des sphères, qui vous joue, selon votre thème de naissance, une mélodie très particulière, mais une mélodie qui est en lien avec votre vie aujourd'hui et votre vie avant et toutes vos vies avant. Chiron accompagne le Soleil et Jupiter durant cette lunaison et il y a une conjonction le 11 avril. On est en plein dans la saison du Bélier. Le 11 avril, il y a une conjonction entre le Soleil, Jupiter et Chiron qu'on va pouvoir tout à fait utiliser parce que ça va nous permettre, quand nous sortirons de la saison du Bélier, on aura très certainement appris une leçon importante et voire même dépasser un obstacle majeur dans notre vie. Alors, comment ils sont les béliers en général, l'énergie du bélier en général? C'est le cœur vaillant, l'esprit indépendant. Ils peuvent également être indomptables et avoir du mal avec tout ce qui pourrait leur faire de l'ombre. C'est pour ça que j'ai mis un trône. Parce que moi j'ai un stellium en bélier, je sais très exactement ce que c'est que l'énergie du bélier. J'ai pas le soleil en bélier, mais j'ai Mercure, j'ai Vénus, j'ai Chiron, j'ai Eris. Et j'ai encore oublié un truc, très certainement. La nature du bélier est de prendre le destin par la gorge et de l'obliger à faire ce qu'il veut. Sauf que les choses ne sont jamais aussi simples. Et que c'est Mars qui dirige le signe du bélier. Et que Mars, là, il est en cancer. Donc, et Mars est en cancer et l'ensemble du
panorama de l'orchestre astrologique nous joue des histoires où justement nous ne sommes pas en possession totale de notre destin ni de notre énergie. Nous avons des choses à traverser et nous avons des choses à vivre d'une manière individuelle comme d'une manière collective. Alors, l'énergie du bélier, elle peut être colérique, passionnée et voire même caractérielle. Je vois pas de quoi tu parles. Ceux qui me connaissent savent. En plus, j'ai un ascendant sagittaire, donc du feu, quoi. C'est vraiment... Moi, perso, c'est un truc que je connais bien. C'est surtout, en fait, les autres qui connaissent. Alors, c'est quelque chose de l'ordre du... Faut voir aussi que cette énergie du bélier, il faut la voir vraiment comme cette passion. C'est pour ça que j'ai écrit ces quelques phrases. Allumez votre passion. Parce que c'est cette passion de l'enfant. Il y a un truc profondément enfantin, mais moi j'ai envie de le mettre dans une perspective bien plus large, parce que même si vous avez 18 ans, d'ailleurs en théorie selon l'algo YouTube, vous m'écoutez pas si vous avez 18 ans, nous avons en nous un enfant divin qui a très très certainement été un petit peu assommé, bâillonné, abusé, tout ce que vous voulez, parce que nous sommes adultes maintenant, plus ou moins. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. C'est Brel qui disait ça dans la chanson des vieux amants. Et je me suis beaucoup reconnue dans cette phrase-là. Mais l'énergie du bélier, c'est justement cette énergie qui peut nous permettre d'avancer sans la considération maximale que nous avons pour autrui en général, surtout quand on est un enfant. Parce qu'un enfant ne réalise même pas qu'il fait les choses pour plaire à ses parents. Et quand Mars, qui est le dirigeant du bélier, est en cancer, cette dimension-là, elle peut être encore plus importante. Mais bon, on a tous cette énergie dans notre thème, et elle est plus ou moins domptée, plus ou moins calme, plus ou moins... Voilà, et on a tous cette énergie-là avec la spécificité que de Mars en cancer. Maintenant, on a cette coloration particulière des racines de la maison dans cette énergie du bélier. Le printemps, on le romantise souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir comme une espèce... D'ailleurs, on romantise le printemps et on romantise également le combat, la guerre. Je ne vous apprends rien là, hein. Ça, c'est des choses qui sont socialement structurées. Regardez le culte que les États-Unis font de la guerre en général, et c'est un exemple parmi tant d'autres. On a toujours romantisé le combat, alors que c'est sale, la guerre. Mais le printemps, c'est fragile. Le printemps, c'est fragile, hein. N'oubliez pas, parce que c'est un temps de vulnérabilité. On a du mal à l'admettre, mais le bélier a du mal à admettre sa vulnérabilité aussi. Et pourtant, tous ces petits bourgeons, toutes ces fleurs qui poussent, qui réussissent à sortir. Regarde, non, c'est de l'autre côté. Là, j'ai des bulbes qui sortent, et c'est marrant parce qu'on les voit. Il y a de la terre encore accrochée à ces feuilles qui arrivent à s'extraire. Ce sont des tulipes. J'adore les tulipes. Ce sont des... Voilà, c'est une puissance extrême, mais c'est extrêmement vulnérable, comme tous les petits. Un coup de gel et les bourgeons meurent. Alors ça veut dire qu'il y en a d'autres qui viendront après, n'est-ce pas? Mais tout de même, la vulnérabilité, c'est pas le fort du bélier, et pourtant, elle est bien là. Et c'est pour ça que j'écris aussi, soyez votre propre héros, parce que quand on regarde les Marvel, quand on regarde les super-héros, pour la plupart, il y a un chemin initiatique, et ils deviennent véritablement des super-héros quand ils connaissent leur vulnérabilité. Être un super-héros, c'est pas être un bourrin, hein. Alors, tous les ans, hein, même si les cycles sont bouleversés, parce que les cycles sont bouleversés, le printemps est là, il est bien là, on entend, les oiseaux sont de retour. Et la force du printemps pousse aussi
les humains à se réveiller et à combattre. Le printemps est une bénédiction. Les Grecs nous l'ont raconté pratiquement comme ça, tout le temps, comme le retour de Perséphone des enfers. Alors j'ai évidemment une lecture bien différente, hein. Du mythe de Perséphone, j'en parle dans la newsletter qui part tout à l'heure. Perséphone, c'est la fille de Zeus et Déméter, et alors qu'elle était une jeune fille et qu'elle se promenait, selon un des récits, elle a été attirée en voulant cueillir une fleur par Hadès, son oncle, dans les mondes souterrains, hein, dans les enfers. Enfer, en latin, ça veut dire monde souterrain. Inferno, ça veut dire monde souterrain. Ça a été associé ensuite à quelque chose de négatif. Mais les mondes souterrains, je veux dire, les Grecs avaient très très bien compris que les mondes souterrains, sans monde souterrain, il n'y a rien. C'est dans les mondes souterrains que prennent racine, que pousse tout ce qui nous fait vivre ensuite. Elle va rester, Perséphone, avec Hadès, et sa mère Déméter ne s'en remet pas de l'absence de sa fille, et Zeus ne va pas savoir faire véritablement, il va pas savoir trancher entre Déméter, la mère de sa fille, et Hadès, son frère, parce que Hadès est le frère de Zeus, comme Neptune était le frère de Zeus, et qui a eu en part, au moment du partage de l'héritage, le monde des enfers. Il n'était pas ravi, Hadès, hein, de ça. Donc Zeus se sentait coupable, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, le mythe, et donc il n'a pas su trancher en faveur totale de Déméter. Peut-être aussi n'a-t-il pas tranché en faveur de Déméter parce qu'elle n'avait pas beaucoup plus de raisons qu'Hadès de vouloir conserver sa fille. Dans le WhatsApp de la newsletter, c'est-à-dire l'espèce de petit texte, billet d'humeur, etc., il s'appelle La vie de Perséphone. Et c'est une question que je pose. Moi j'ai une réponse, mais voilà, Perséphone, elle a été enlevée par son oncle. Alors ça peut être une sale histoire d'adultère, n'importe quoi, d'inceste, parce que très certainement que les mythes ils ont une racine et que ça existait, mais ça peut être aussi une histoire sur le consentement, hein, que je trouve vraiment très intéressant. Elle est ravagée, Déméter, elle parvient pas à la rattraper, elle se remet pas de la disparition de sa fille, elle a absolument besoin que sa fille revienne pour pouvoir jouer son rôle de déesse nourricière. Donc au total, ils ont réussi à trouver un arrangement pour lequel Hadès a validé, c'est-à-dire qu'il y a 8 mois pendant lesquels Perséphone sera à l'extérieur et 4 mois pendant lesquels elle jouera son rôle de reine des enfers aux côtés d'Hadès. Perséphone serait donc une jeune fille volée à sa mère et enlevée par son oncle. Mais pour certains auteurs, et la mythologie, hein, c'est aussi bien que la Bible, c'est pas un texte révélé, évidemment, hein. Alors la mythologie n'a jamais eu la drôle d'idée de se penser être un texte révélé, mais il y a bien des auteurs, il y a bien des versions des mythes, et ils peuvent être profondément différents même par leur essence, et donc pour d'autres auteurs, Perséphone, elle est déjà une divinité chtonienne à l'origine, et elle est fille du Styx, et donc reine des enfers par essence. Et c'est important pour moi, ce point-là. Elle assume totalement et complètement son rôle, Perséphone, quand elle est en bas, avec Hadès. C'est une reine des enfers qui est même, dit-on, plutôt difficile et intransigeante, quand Hadès pourrait parfois se montrer un petit peu tendre. Moi, je vois pas dans cette histoire le viol d'une adolescente. Alors, évidemment, ça peut tout à fait quand même avoir cette dimension-là. C'est une jeune fille qui est entre le désir d'un homme et le désir impérieux de sa mère. Je trouve que dans ce mythe, la place et le rôle de la mère est à la fois poignant et abusif, véritablement. Mais je me pose une question en tant que mère, est-ce qu'on a la possibilité d'échapper à cette dimension-là? Est-ce qu'on peut...
être une mère sans être poignante et abusive? Je ne sais pas. Pour les Grecs, les femmes n'avaient pas réellement de valeur sociale, de valeur tout court d'ailleurs, hein, et on leur enseignait ça au moment des mystères d'Éleusis, parce que pour ceux qui étaient intéressés aux mystères d'Éleusis, le mythe de Perséphone, dans cette version où Déméter perd sa fille, c'est cette version-là a été transmise, parce que les mystères d'Éleusis ont pour valeur, comme toute pratique religieuse, de créer du lien social en explicitant la manière dont on vit, en donnant du sens à une modélisation déjà en acte. Donc ce mythe, il est né d'une réalité, hein, l'enlèvement d'une adolescente par un oncle. Cette réalité-là, elle était très très certainement commune, on va dire. Mais moi, j'en vois évidemment autre chose. Parce que ce que je vois, c'est l'expérimentation d'une jeune fille, l'exploration des ombres. Ce que je vois, c'est ce que nous devons faire, les ombres qui nous appartiennent et que nous devons explorer quelque temps dans notre vie, en faisant nôtre un rôle qui est celui de nous détacher de notre mère. Et là, il faut véritablement prendre ces notions dans une dimension archétypale, autant bien les ombres que la mère. Dans une dimension, c'est pas la maman, c'est donc la mère archétypale, la matrice nourricière dont nous devons nous détacher pour aller dans les profondeurs, pour aller dans les mondes souterrains et explorer tout ce que nous ne savons pas sur nous. Et qui va aider Perséphone à trouver son chemin dans les profondeurs de la terre? C'est Hécate. Et Hécate, c'est une déesse qui m'est très très chère personnellement, qui m'a aidé justement à comprendre la puissance de la torche et la puissance de l'éclairage par le travail et par l'acceptation de l'ombre et des moments où la vie est plus compliquée qu'à d'autres. Sans enfer, sans monde souterrain, point de grain. Réellement, c'est pas la question d'opposer enfer et paradis, parce que pour moi, ça c'est une construction faite pour nourrir la peur. C'est opposer, enfin comprendre que sans enfer, point de grain, point de plante, point de printemps, hein, mon bébé chat. Perséphone est ressortie et elle restera avec sa mère jusqu'au mois d'octobre, ce qui correspond dans ma tradition à Samhain. Alors, mélanger la tradition celte et la tradition grecque, ça peut faire sourire ou au contraire pas du tout. Mais ce qui compte là encore, ce sont les énergies archétypales. Elle quitte son royaume à Ostara, Perséphone, et elle y retourne à Samhain. Cette demi-saison de la lumière, elle est fascinante astrologiquement cette année. Vraiment, vraiment, vraiment fascinante. Pluton, comparable à Hadès, sort d'une position qu'il occupe depuis 2008 en Capricorne. Certainement que 2008, ça vous rappellera des choses. Il occupe cette position depuis 2008 et il nous irrigue de toute cette nouvelle énergie quand il est en Verseau maintenant, de progrès, de révolte, cette énergie de l'air. Du coup, la saison du Bélier est la saison de tous les recommencements cette année, mais avec Mars durant la première semaine dans le degré anarétique du Gémeaux, avant de prendre place en Cancer, va nous aider à comprendre, définir et affirmer nos propres frontières, nos limites personnelles, étant donné le contexte. Cela peut prendre tout son sens, ces limites personnelles et ceux dont nous ne voulons plus. Depuis le 7 mars, Saturne est en Poisson et les structures générales ont donc une toute autre saveur, un rythme bien différent. Un rythme, là, on le prendra au sens musical du terme. Et donc, affirmer nos limites personnelles et tout ça, ça prend une saveur très très particulière dans le contexte actuel, n'est-ce pas ?
Non, car depuis le 7 mars, Saturne est en Poisson et les structures générales ont donc une toute autre saveur, un rythme bien différent. Durant 2 ans et demi, le dieu du temps, Lord of Karma, va naviguer dans cette fin de zodiaque, Poisson, fin de zodiaque, et clôturer ainsi un cycle de 30 ans. La fin d'une histoire, d'un chapitre, d'un livre, c'est la fin de quoi ? On verra. Personnellement, vous le savez, vous le sentez, ce qui est en train de se terminer. Collectivement, le monde change vite, très vite. Et dans les soubresauts que les tenants de l'ordre établi ne comprennent ni ne mesurent, leur illusion à la fois de légitimité et d'impunité est de plus en plus flagrante. Et ça fait partie des composantes d'un temps de révolution. La dernière fois tout de même que Saturne était en Poisson, nous avons vu naître, entre autres choses, la théorie de la fin de l'histoire. Est-ce que vous connaissez la théorie de la fin de l'histoire ? C'est un livre qui a été écrit par Francis Fukuyama. Je l'ai mal écrit. C'était un article et puis c'est devenu un livre. Ça a été publié en 90 et ça a été développé sur toute la fin des années 90. C'est un livre qui disait la fin de l'histoire. Pourquoi ? Parce que nous avons touché l'apex, nous avons atteint l'apex. Nous sommes dans la version la meilleure et la plus évoluée de ce qui est possible pour les hommes. Et c'est donc la démocratie libérale. Si tant est que démocratie et libéralisme financier puissent être juxtaposés dans une même phrase sans faire rire, dont je ne suis pas sûre. C'est extraordinaire, cette arrogance, elle est en train d'être démontée, cette arrogance, parce que c'était plutôt en Capricorne, et que là maintenant on est plutôt en Verseau. Saturne en Poisson, Pluton en Verseau, c'est des choses qui existaient déjà en 1789, et je vais vous dire, il y a un point en plus en 1789 qui était exactement le même, c'est le vertex à 0°00 du Bélier, exactement comme maintenant. Alors évidemment, toutes les composantes ne sont pas identiques, mais tout de même, ça donne à réfléchir. Donc, ce thème, il a été de la fin de l'histoire, il a été repris en chœur par tout le monde, mais la preuve en est, ces derniers temps, de Pluton en Capricorne et de Saturne en Verseau, les derniers temps, nous avons vu l'émergence de pensées totalitaires, de mensonges. Ça, c'était avant. Et donc, soyez votre propre héros, parce que nous avons besoin de chaque conscience pour réussir à changer les choses, de manière à ce que arrive enfin une politique, une manière de vivre équitable pour tout le monde et que ça cesse d'être un jeu de marionnettes entre des gens qui ne réalisent pas à quel point ils ne font rien de ce qu'ils sont censés faire. La particularité de cette saison du Bélier 2023, c'est qu'elle a 3 esbats, il y a 3 événements astrologique lunaire. On a une nouvelle lune en degré 0 du Bélier le 21 mars que vous avez déjà vécu. On a une pleine lune en degré 14. C'est juste à côté du degré 15 qui est également un degré de crise parce que c'est celui du milieu. Et une nouvelle lune avec éclipse solaire le 21 avril en degré 29, c'est-à-dire le degré anarétique du Bélier. Cette saison, elle va nous pousser à aller de l'avant, à prendre des risques. Jupiter, Mercure, donc le Soleil, Chiron et le Vertex, dont je parlais, sont tous en Bélier. Chaque risque que vous prenez à l'intérieur de cette énergie-là, à l'intérieur de ce schéma karmique-là, va vous pousser dans la bonne direction. Faites attention tout de même à ce que ces risques soient alignés avec vos vertus et votre conscience. C'est important. Nous ne prenons pas de risques pour rien, nous prenons des risques pour... Ça va faire beaucoup de bruit dans mon micro, mon cahier. Nous prenons des risques pour améliorer notre réalité dans le cadre du
schéma général. Pluton en Verseau, c'est ça. Et Pluton en Verseau, il irrigue cette saison du Bélier. La pleine lune, là, elle va nous parler de travail en communication, en lien avec les... C'est à 16 degrés, c'est pas à 14. Elle va nous parler de travail, alors, en cohérence, cohésion. Dans d'un thème astral, dans la roue du zodiaque, chaque signe a un signe complémentaire. Il n'est pas antagoniste, il est complémentaire. C'est-à-dire que le bélier, qui est totalement auto-centré, est en complément avec la balance, qui elle a tendance à n'être que sur la relation aux autres et à avoir du mal à faire des choix pour elle. C'est pas qu'elle soit dénuée d'ego, la balance, l'énergie de la balance, c'est que va prédominer dans tous ses choix et dans toute sa manière d'être en général, l'harmonie et l'équilibre, plutôt que le désir et l'individualité. Tous, hein, le taureau est en axe avec le scorpion, vraiment, c'est tous les signes ont en face d'eux un autre signe qui leur parle de leur contrepoids, qui leur parle, toute l'astrologie est construite de manière à ce que nous comprenions que rien n'est véritablement vrai tout le temps. Tout est paradoxal, tout est composite et tout est là pour nous apprendre à jongler et à capter ces énergies. Il s'agit vraiment, l'astrologie, c'est vraiment travailler à votre découverte, à la découverte de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez, de ce que vous êtes. Nous avons cette première nouvelle lune que vous avez déjà vécue, où une graine a été plantée, que vous en ayez eu conscience ou pas. Cette graine, elle va être accompagnée d'une autre graine au degré anarétique, où là, on va avoir toute la puissance du bélier. C'est une éclipse solaire, donc on a un double effet qui se coule avec double cheese. C'est dégueulasse, hein, le kiss cool au fromage. Je sais, quelle drôle d'idée, tu vois. L'idée, c'est dans en plus. Donc vraiment, ce 20 avril, en plus, on n'est pas loin d'une conjonction, mais bon, on en parlera. De cette nouvelle lune là, hein, on n'est pas loin d'une conjonction à Jupiter parce qu'elle a eu lieu le 11 avril. Cette énergie du bélier et de ces nouvelles lunes, elle va nous être très nécessaire pour concevoir cette lunaison comme une lunaison qui est à la fois celle de tous les débuts et à la fois celle où nous ne sommes pas des innocents. Nous savons déjà beaucoup de choses et nous savons où nous ne voulons plus aller. Alors, c'est bien un trône qui est présent parce que c'est à nous de le prendre et c'est à nous de s'y installer et l'ensemble du mois d'avril va nous le permettre. Il n'y a pas de gros changements de planète au mois d'avril. Il y a en revanche beaucoup de vides de course et beaucoup d'angles qui vont nous d'aspects qui vont nous permettre de revisiter des choses, même s'il n'y a pas de rétrograde. Voilà les quelques mots que je voulais dire sur la saison du Bélier. Prenez soin de vous, blessed be.